Je m'appelle Thérèse Fournier. La plupart des gens m'appellent Tess. J'ai 67 ans. Je suis bibliothécaire scolaire, à la retraite et veuve. J'ai passé la majeure partie de ma vie à maintenir une famille unie avec patience et une dévotion silencieuse. J'ai construit des repas, des traditions et des souvenirs, comme d'autres construisent des maisons. C'était ce que j'étais. La fondation que personne ne remarque, jusqu'à ce que les murs commencent à se fissurer. J'ai invité mon fils et sa femme pour le dîner de Noël. Le jour J, ils ne sont jamais venus. Ils ont choisi la maison de la mère d'Amélie. Je me suis assise là, seule, jusqu'à ce qu'un livreur arrive avec une enveloppe. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur a tout changé. Cette journée avait commencé comme tous mes Noëls d'autrefois. Je me suis levée tôt, j'ai noué mon tablier et j'ai rempli la maison des odeurs qui autrefois attiraient tout le monde dans la cuisine. J'ai fait rôtir une dinde comme Rémi, mon défunt mari, l'aimait, badigeonnée de beurre et d'herbe jusqu'à ce que la peau devienne dorée. J'ai préparé un gratin dauphinois, des haricots verts en persillade et une compotée d'érelles refroidies dans une coupe en cristal. Sur le comptoir refroidissait une tarte aux noix, la préférée de Rémi. J'ai étalé une nappe en dentelle que j'avais crochetée des années auparavant et j'ai disposé 2 assiettes spéciales avec un motif de saule bleu. Elles étaient destinées à mon fils Cédric et à sa femme Amélie. Au centre de la table, j'ai placé un petit ornement en bois, un sapin de Noël que Cédric avait sculpté de ses petites mains en CE2. L'étoile du sommet était ébréchée. La peinture était passée. Pourtant, il avait plus de signification que n'importe quoi, quelle décoration polie. Je l'ai posé comme certaines personnes posent. Tiens, espoir, je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à l'horloge. 18 heures était notre tradition. Dans le calme, je n'entendais que le tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement du four qui refroidissait. J'imaginais le bruit d'une voiture qui s'arrête, la porte d'entrée qui s'ouvre, la voix de mon fils qui crie « Maman, on est là !» Au lieu de cela, il y avait un silence si aigu qu'il me tintait aux oreilles. J'ai vérifié la cuisson une dernière fois. J'ai remué la sauce qui frémissait doucement sur le feu. Chaque geste était un rituel, un écho des Noëls passés, où la maison débordait de vie et de rire. Je me souvenais de Rémi, debout près du plan de travail, découpant la dinde avec une précision chirurgicale, son visage concentré se fendant, d'un large sourire lorsqu'il me tendait le premier morceau. Ces souvenirs étaient si vifs qu'ils me faisaient mal, une douleur douce, amère qui serrait ma poitrine. L'absence de Rémi était une présence en soi, un vide que le bruit et l'agitation de la famille avaient toujours réussi à combler. Mais aujourd'hui, ce vide était béant, assourdissant. J'ai redressé un couvert, lissé un pli imaginaire sur la nappe. Tout devait être parfait, comme pour conjurer le mauvais sort, pour prouver que nos traditions étaient plus fortes que le temps qui passe, plus fortes que les nouvelles priorités de mes enfants. L'attente devenait une épreuve physique. Chaque minute qui s'écoulait était une petite trahison. À 18h10, j'ai commencé à me trouver des excuses pour eux. Un embouteillage, un cadeau de dernière minute à acheter, la petite Émilie qui avait dû faire une crise. Mais au fond de moi, une petite voix froide me murmurait que la vérité était plus simple et plus cruelle. Le silence s'étirait, devenant une toile de feu, sur laquelle mes angoisses peignaient des scénarios de plus en plus sombres. Puis la sonnette a retenti. Mon cœur a bondi pendant une seconde folle. J'ai lissé mon tablier et j'ai ouvert la porte. Debout là, ce n'était pas Cédric. C'était un jeune homme mince,
pas plus de 20 ans, dans un blouson rouge délavé. Son souffle formait des nuages dans le froid. Il se balançait nerveusement, tendant une fine enveloppe. « Livraison pour Madame Fournier », a-t-il dit. L'enveloppe semblait trop légère dans ma main. À l'intérieur, je savais déjà que ce n'était pas ce que j'avais espéré. L'écriture d'Amélie, tout en courbe, traversait le papier. Une seule ligne, presque négligente. « Maman Tess, nous sommes chez ma mère, cette année. J'espère que tu comprends. » C'était tout. Pas de joyeux Noël, pas de promesses, d'une autre fois. Juste des instructions pour accepter une absence. J'ai fermé la porte. Et, doucement, les pas du garçon se sont estompés, me laissant de nouveau avec le son de l'horloge. Je suis retournée à la table et je me suis assise à la place d'honneur, là où Rémi s'asseyait autrefois. J'ai mis une tranche de dinde dans mon assiette. J'ai versé de la sauce et j'ai pris une bouchée. La viande était tendre, mais elle s'est transformée en carton dans ma bouche. J'ai mâché, avalé, et je l'ai senti se loger comme une pierre. Le petit ornement en bois captait la lumière des bougies, projetant une petite ombre tordue sur la dentelle. Je l'ai touché du bout du doigt et j'ai murmuré à l'intérieur de moi-même. Ils ne m'ont pas oublié. Ils ont choisi une autre table. La distinction était cruciale. Ce n'était pas un oubli, un accident, une malheureuse coïncidence. C'était un choix délibéré, une préférence exprimée, sans le moindre ménagement. La simplicité brutale de la note en est la preuve. Pas d'appel téléphonique, pas d'excuses alambiquées. Juste quelques mots griffonnés qui redessinaient les contours de ma famille, me laissant à l'extérieur. Je me suis levée et j'ai transporté la tarte sur le comptoir, mais j'ai laissé une part sur une assiette, comme Rémi avait l'habitude de dire. Laisse une part de côté, on ne sait jamais qui pourrait passer. Mais personne n'a frappé. Le silence s'est fait plus pesant. Par habitude, j'ai pris mon téléphone, non pas pour appeler quelqu'un, juste pour faire défiler les nouvelles. Et c'est là que je l'ai vue, une photo publiée par la mère d'Amélie, Marthe Dubois. Leur table de salle à manger s'étendait, longue, les verres à vin étincelants. Au bout, mon fils était assis, la main posée sur celle d'Amélie, un rire figé en pleine image. Sur les genoux d'Amélie, leur fille, ma petite fille. Émilie rayonnait face à l'objectif, elle. La légende disait, tellement reconnaissante d'avoir une maison pleine de famille. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que ma vue se brouille. La maison était pleine. Oui, assez pleine pour m'effacer. Ma gorge s'est nouée, mais aucune larme n'a coulé. J'ai posé le téléphone face contre la table. J'ai regardé à nouveau le petit ornement, ébréché, et j'ai entendu ma propre voix. Stable cette fois. Répète la vérité. Ils ne m'ont pas oublié. Ils ont choisi une autre table. Et à ce moment-là, les mains jointes sur mes genoux, j'ai su que quelque chose était sur le point de changer. Parce que parfois, quand les gens que vous aimez choisissent une autre table, vous découvrez que vous êtes destiné à en construire une pour vous-même. La sonnette a de nouveau fendu le silence. Cette fois-ci, comme un glas. J'ai essuyé mes paumes sur mon tablier et je me suis dirigée vers l'entrée. Quand j'ai ouvert la porte, l'air glacial de l'hiver s'est engouffré dans le couloir. Un jeune homme se tenait là, dans un blouson rouge et un bonnet de laine. Il tenait une enveloppe, comme si elle était fragile. Il avait l'air très jeune. « Livraison pour Madame Fournier », a-t-il dit. Sa voix était précautionneuse. Ses yeux ont glissé par-dessus mon épaule, vers la lueur, derrière moi. Je me suis écartée, non pas pour l'inviter à entrer, mais pour laisser un peu de chaleur atteindre le porche. « Je suis Madame Fournier », ai-je dit. « Merci. » J'ai pris l'enveloppe. Elle était trop légère.
une légèreté qui disait que l'espoir était resté ailleurs. Il a baissé la tête pour partir, mais son regard s'est accroché à la salle à manger, au lustre, aux 2 assiettes en porcelaine bleue, à la tarte qui attendait sans preneur. Quelque chose dans son visage s'est adouci. C'était un étranger. Mais il a reconnu la scène, un festin préparé pour des invités absents. Cette reconnaissance m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. « Vous travaillez tard à Noël ?» ai-je dit. « Comment vous appelez-vous ?»« Adrien », a-t-il répondu. Ils avaient besoin de chauffeurs, la cohue des fêtes et tout ça. Ces 6 mois ont grincé. Je peux y aller. C'est bon, ai-je dit. Je vous remercie d'avoir apporté ceci. J'ai brandi l'enveloppe. Voudriez-vous une part de tarte pour la route? Un café pour votre thermos? Il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Je ne devrais pas, a-t-il dit. On nous a dit de ne pas nous arrêter. Il a hésité. Le mot non avait peu de poids face à l'odeur de beurre et de sucre. C'est de la tarte aux noix? La préférée de Rémi, ai-je dit. La mienne maintenant, je suppose. J'ai mis une part dans une assiette, en carton, et j'ai versé du café dans un gobe. Elle est près de la bouilloire. Je ne lui ai pas demandé d'entrer. J'ai tenu l'assiette et le gobelet sur le seuil comme une offrande. Il a accepté les 2 avec un « merci » silencieux. La vapeur a embué ses lunettes. Pendant un instant, il est resté là, à regarder la table que personne ne réclamait. « Ma mère travaille ce soir », a-t-il dit. « À l'hôpital de nuit. J'y vais après ma tournée. Je vais essayer de la voir à la cafétéria. »« C'est un bon plan, » ai-je dit. « Dites-lui qu'une dame avec trop de tarte, lui, souhaite une nuit douce. » Adrien a hoché la tête. Puis il s'est souvenu des règles. Je devrais y aller. Il a fait un pas, puis s'est arrêté. « Madame, la note à l'intérieur. Je suis désolée. » Ce n'était pas à lui de s'excuser. Pourtant, j'ai senti la dignité de son geste. « Merci, » ai-je dit. « Conduisez prudemment. » Il a descendu les marches, ses bottes craquant sur rien, le cœur ivre. Depuis le seuil de la porte, je l'ai regardé traverser le cercle de lumière. Il s'est retourné une fois, a levé le gobelet en guise de salut, puis s'est enfoncé dans l'obscurité. J'ai fermé la porte et je suis restée là, l'enveloppe à la main. Un étranger m'avait vu la table, avait vu les contours de ma solitude. Si un étranger pouvait voir, pourquoi mon propre fils ne le pouvait-il pas? J'ai porté l'enveloppe jusqu'à la table et je l'ai posée à côté du sapin, en bois que Cédric avait sculpté en CE2. L'étoile ébréchée captait la lumière comme une blessure qui refusait de se refermer. Je me suis dit d'ouvrir l'enveloppe. Ma main n'a pas obéi. Je me suis assise et j'ai écouté le ronronnement de la chaudière et le tic-tac de l'horloge. La façon dont une maison apprend un langage différent quand elle n'appartient pas, plus qu'à une seule personne. La minuterie de la cuisine que Ja avait oublié d'annuler a cliqué et a sonné. Je l'ai fait taire et je suis revenue. Le souffle régulier. Certains choix n'ont pas besoin de témoins. Celui-ci en avait déjà trouvé un sur mon porche. J'ai glissé un doigt sous, le rabat, et j'ai soulevé la note. Les boucles soignées d'Amélie disaient qu'ils étaient avec sa mère et espéraient que je comprendrais. Les mots me demandèrent de bénir une porte qui se fermait sur moi. Est-il mal pour des enfants de choisir une autre table? Un parent a-t-il droit à une place à chaque fête? Les questions montaient et descendaient comme une marée. Je ne pouvais pas répondre à toutes. Je pouvais répondre à une seule. J'avais créé un foyer et un festin. J'avais offert une place à 2 mains. Je n'avais pas échoué. J'ai plié la note et je l'ai placée sous le sapin en bois.
Un étranger m'a vue et a honoré la table que j'avais dressée. Peut-être que voir est un choix. Si jamais mon fils choisit de voir, il trouvera la porte non verrouillée et la lumière du porche allumée. D'ici là, je ne le supplierai pas de regarder. Je fixai la lueur de mon téléphone. L'écran trop lumineux dans la cuisine sombre. Cédric avait posté une autre photo. Cette fois-ci, un plan large d'une longue table de salle à manger. Elle était magnifiquement dressée. Des plats fumants, des verres levés. Chaque siège était occupé. Chaque visage tourné vers l'appareil photo, rayonnant. La légende était simple. La famille réunie pour Noël. Je me suis attardée sur ce mot, famille. Il n'y avait aucune trace de moi. Aucune chaise vide laissée en attente. Juste une table pleine de gens qui s'étaient choisis les uns les autres. Mes yeux ne cessaient de s'accrocher au sourire de Cédric. Il était assis au bout de la table, son bras drapé autour des épaules de sa femme. Sa tête et légèrement penchée vers elle, comme si elle était son ancre, celle qui lui donnait la permission de se sentir chez lui. Ses yeux brillaient comme autrefois, quand il était petit et qu'il déballait ses cadeaux sous notre sapin. Mais maintenant, cette lumière n'était pas pour moi. Elle était pour elle et pour la famille qu'elle lui avait apportée. J'ai zoomé, sans le vouloir, cherchant sur son visage comme si je pouvais y trouver une lueur de culpabilité, un regard dans ma direction. N'importe quoi qui dise qu'il se souvenait de moi. Mais il n'y avait rien, juste un rire figé dans les pixels. Ce n'était pas la première fois que je voyais ça. L'année dernière, ils étaient arrivés en retard chez moi, les manteaux encore poudrés de neige, les joues rougies par le vin. Ils avaient franchi ma porte avec des sourires polis, déjà rassasiés, du dîner pris à la table de sa mère. Je les avais dépicoré le jambon que j'avais, découpé avec soin, grignoté la tarte que j'avais préparée de A à Z. Cédric m'avait serré dans ses bras d'un seul bras, équilibrant une boîte de restes de la cuisine de quelqu'un, d'autre dans l'autre. Je m'étais dit que ce n'était pas grave. Au moins, ils étaient venus. Au moins, ils s'étaient souvenus de moi assez pour passer. J'avais souri trop vivement, coupé, des parts de dessert supplémentaires, versé plus de cidre, désespéré d'étirer les quelques minutes qu'on m'accordait. Et quand la porte s'était finalement refermée derrière eux, j'étais restée seule dans la maison silencieuse, me demandant à quel moment précis j'étais devenue la pensée après coup. Ce souvenir me pressait maintenant, aussi tranchant que du verre brisé. Ma gorge s'est resserrée et j'ai entendu mes propres mots à l'intérieur, accusateurs et doux à la fois. Me suis-je habituée à Etty, le choix après que tous les autres choix ont été faits? Cette pensée m'a tordu l'estomac. J'ai posé le téléphone face contre la table. Mais il était trop tard. L'image était déjà imprimée en moi. La façon dont son sourire s'étendait à travers la table à tout le monde, sauf à moi. La cuillère que j'avais laissée dans ma soupe à moitié mangée a tremblé dans ma main quand je l'ai reprise. J'ai essayé de la stabiliser, mais ma prise affaiblit, et le bouillon s'est renversé dans le bol. Ma respiration est devenue courte. La cuisine était trop immobile, trop lourde. J'ai posé la cuillère avec précaution, comme si elle pouvait se briser si je n'étais pas douce. Mes doigts se sont attardés sur le métal froid, puis se sont recroquevillés sur mes genoux. Pendant un long moment, je suis restée assise là, à écouter le bourdonnement du réfrigérateur, le faible tic-tac de l'horloge. J'ai pensé à l'appeler, mais que dirais-je? Que j'avais vu la photo, que je remarquais chaque espace vide dans ma propre vie en la regardant, que je n'étais pas en colère, juste fatiguée d'attendre une place à une table qui ne m'était jamais destinée. Un soupir s'est échappé avant que je ne puisse le retenir. Bas et final, comme s'il venait d'un
endroit plus profond que mes poumons. Mes épaules se sont affaissées, et j'ai laissé le silence répondre à la question que je n'avais pas posée à voix haute. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient choisi leur table. Alors maintenant, je devais trouver la mienne. J'ai murmuré les mots à voix basse, testant leur poids. Ils n'avaient pas un goût amer. Ils avaient un goût d'inévitable. Ma main a glissé loin de la cuillère. Je l'ai repliée doucement sur la table, comme pour fermer le chapitre d'un livre que je relisais depuis trop longtemps. Ma poitrine me faisait mal, mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus stable, quelque chose comme de la résolution. S'ils pouvaient rire sans moi, alors je pouvais apprendre à respirer sans les attendre. Ma place n'était pas là, dans la lueur de l'objectif de quelqu'un d'autre. Elle devrait être quelque part, que je me taillerais moi-même, même si cela signifiait commencer avec rien d'autre qu'une chaise vide et l'écho de mon propre soupir. Ce matin-là, je suis sortie sur le porche. C'était le genre de matin où la lumière traverse la brume juste, assez pour vous rappeler que le monde continue d'avancer, même lorsque votre propre vie semble bloquée. Mes mains ont effleuré la rampe distraitement, suivant les rainures que Rémi avait sculptées des décennies plus tôt. Il avait toujours aimé travailler le bois, lisser les bords rugueux avec soin. C'est à ce moment-là que mes doigts ont touché la mangeot, à oiseau, son dernier petit projet avant que la maladie ne l'emporte. Elle était suspendue là, légèrement de travers, se balançant dans la douce brise. Le bois était usé, mais solide. Tout comme ses mains l'étaient autrefois. En l'ajustant, quelque chose de pointu a éraflé mon doigt. Mon regard a été attiré par le coin d'une enveloppe coincée entre le panneau et le cadre de la mangeoire. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai tiré, mes mains tremblantes. Le papier était usé par le temps, les bords recourbés, mais l'écriture était inimitable. Les lettres, en boucle de Rémi éplant mon nom. Tess, je l'ai pressé contre ma poitrine avant d'oser l'ouvrir. Pendant un instant, je suis restée figée, comme si en l'ouvrant, j'allais entendre à nouveau sa voix et peut-être me briser en morceaux. Finalement, j'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai déplié la lettre. Son odeur de cèdre et de tabac léger persistait sur le papier, si familière qu'elle a instantanément fait monter les larmes à mes yeux. « Ma Tess, commençait-elle, si tu as trouvé ceci, alors le temps a fait ce que ni la guerre, ni la distance n'ont jamais pu faire. Il m'a pris à toi. Je n'ai pas pu dire tout ce que je voulais à la fin. Alors, j'ai glissé ces mots ici, où je savais que tes mains pourraient un jour errer. Si jamais on te repousse de leur table, souviens-toi que tu as ta propre porte. » La phrase m'a frappée, comme le tonnerre. Mes genoux ont presque fléchi en la relisant, murmurant les mots dans le calme du matin. Rémi avait toujours su que j'essayais trop fort de m'intégrer à une table, qui n'était jamais vraiment la mienne. La maison de notre fils, les regards acérés de sa femme, la façon dont j'étais plus tolérée qu'accueillie. Il avait dû tout voir, même quand je faisais semblant du contraire. La lettre C continuait, d'une écriture ferme et sûre. « Tu trouveras ce que je t'ai laissé dans le vieux coffre, celui que nous gardions près de la lucarne du grenier. J'ai sculpté un faux panneau il y a des années. Un endroit pour les choses trop importantes pour être laissées à la vue de tous. À l'intérieur se trouve une petite clé peinte, en verre. Elle appartient à une porte qui se souvient encore de nous. Suis-la, Tess. C'est à toi de l'ouvrir. » J'ai pressé le papier contre mes lèvres, lisant les lignes encore et encore, comme si par la répétition je pouvais invoquer la présence de Rémi à mes côtés. L'image du coffre m'est revenue, poussiéreux, rangé dans le coin le plus éloigné, à peine touché depuis que
Nous avions déménagé des années auparavant. Un compartiment caché qui lui ressemblait tellement, laissant toujours de petits mystères à découvrir. J'ai plié la lettre avec soin, la tenant comme quelque chose de vivant, et j'ai murmuré à voix haute. « Rémi, qu'est-ce que tu m'as laissé ?» Mon regard a dérivé sur la cour, la balançoire qu'il avait construite pour notre garçon grinçant doucement dans le vent, les rosiers que je n'arrivais jamais à garder, aussi rouges que lui. Partout où je regardais, Rémi persistait, mais jamais plus que dans cette lettre que je tenais maintenant dans mes mains. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai senti une étincelle de quelque chose au-delà du chagrin. Un but, la clé verte, le panneau secret, la promesse d'une autre porte. Ce n'était pas seulement un objet qu'il avait laissé, c'était un guide, un rappel que je n'étais pas censée attendre, passivement des miettes d'affection à la table de quelqu'un d'autre. Il me disait de revendiquer mon espace, de franchir une porte de mon propre choix. Je me suis assise sur les marches du porche, la lettre étalée sur mes genoux, la lumière du soleil réchauffant, l'encre. Si jamais on te repousse de leur table, souviens-toi que tu as ta propre porte, ai-je répété. Ma voix s'est brisée, mais elle a porté dans le matin, me revenant en écho comme un vœu. Rémi avait construit des portes toute sa vie, avec du bois, avec de l'amour, avec de la patience. Maintenant, même après la mort, il en construisait une de plus pour moi. Quand je me suis finalement levée, la lettre à la main, je ne tremblais plus. Au lieu de cela, je me sentais stabilisée, ancrée par ces mots. Mes pas vers le grenier étaient certains, délibérés. Quelque part à l'intérieur de ce vieux coffre, attendait une clé, verte comme le renouveau, comme l'espoir. Et quelque part, une porte qui avait toujours été la mienne, attendant que je l'ouvre. J'ai gravi les marches grinçantes du grenier, l'air chargé de l'odeur, de la poussière et du bois ancien. La lumière filtrait faiblement par la lucarne, dessinant des rectangles pâles sur le plancher. Mes yeux se sont habitués à la pénombre, balayant les silhouettes, familières des meubles recouverts de draps, des boîtes de souvenirs empilées comme des sentinelles silencieuses. Au fond, dans le coin le plus sombre, se trouvait le coffre. Un coffre en chêne massif que Rémi avait hérité de son grand-père. Un meuble qui avait traversé les générations, portant les marques du temps comme des médailles. Je me suis approchée, le cœur battant à contretemps. Le couvercle était lourd. Je l'ai soulevé avec effort, révélant un enchevêtrement de vieux draps de lit, de couvertures en laine que j'avais tricotées et de quelques jouets d'enfance de Cédric. Une odeur de naphtaline et de temps passé s'en est échappée. Avec des mains hésitantes, j'ai commencé à vider le contenu, pièce par pièce, pliant soigneusement les couvertures, mettant de côté un petit soldat de plomb, à la peinture, écaillé. Mon regard cherchait une anomalie, un indice de ce que Rémi avait décrit. J'ai passé mes doigts le long des parois intérieures, sentant le grain du bois. C'était lisse, uniforme. Rien ne semblait différent. Le doute a commencé à s'insinuer. Et si je m'étais trompée? Et si ce n'était que le délire d'un homme malade? Un dernier rêve griffonné sur un bout de papier? Mais je me suis souvenue de ces mots. J'ai sculpté un faux panneau il y a des années. Je me suis agenouillée, me penchant davantage à l'intérieur du coffre vide. J'ai tapoté le fond. Le son était plein, solide. J'ai refait le tour des parois, pressant chaque centimètre carré du bois. Et puis, sur le côté gauche, près de la charnière, mon pouce a trouvé une légère dépression, presque imperceptible. Une petite rainure qui n'avait aucune raison d'être là. J'ai pressé plus fort. Un léger déclic,
presque inaudible, a retenti. Le panneau a bougé d'1 millimètre. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai glissé mes ongles dans la fente et j'ai tiré doucement. Le faux panneau a glissé vers moi, révélant une cavité peu profonde. Et à l'intérieur, niché sur un morceau de velours rouge décoloré, ce tissu trouvait une petite clé en laiton, peinte d'un vert forêt écaillé. À côté, il y avait une épaisse enveloppe. Mes mains tremblaient si fort que j'ai eu du mal à saisir la clé. Elle était fraîche au toucher, lourde pour sa taille. C'était la clé de la lettre, la clé d'une porte qui se souvenait de nous. J'ai pris l'enveloppe ensuite. Elle était scellée, mais renflée. Le poids seul suffisait à me tordre l'estomac. Ce n'était pas que du papier. Je me suis assise sur le plancher du grenier, la poussière, et s'installant sur ma jupe, et j'ai glissé mon ongle sous le rabat. Le son du papier qui se déchire m'a semblé assourdissant. À l'intérieur, des documents se sont déployés. Des actes de propriété, des relevés bancaires, des photocopies. Mes yeux ont balayé les lignes, jusqu'à ce qu'une en particulier m'accroche comme un poisson pris à l'hameçon. Propriété au 112 rue des Cèdres. Mes lèvres ont formé les mots en silence, testant leur réalité. Une maison dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai feuilleté les pages, le cœur battant la chamade, chaque page confirmant que ce n'était pas mon imagination. Hypothèque soldée, impôts payés. Mon nom n'apparaissait nulle part, mais la signature de Rémi s'étalait dans son écriture nette et impatiente. Et puis, glissée sous les papiers, il y avait une plus petite enveloppe. Mon souffle a vacillé en l'ouvrant. Une petite note en est tombée, pliée en 2. Je l'ai dépliée. L'écriture était différente, plus douce, moins rigide que celle de Rémi. Ne m'en dis pas une place. Ouvre ta propre porte. J'ai lu la phrase 1 fois, 2 fois, 10 fois. La signification me frappait plus durement à chaque lecture, enflant dans ma poitrine, jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Quelqu'un avait laissé ça pour moi. Quelqu'un savait comment j'avais supplié, rapetissé, me pliant en 4, juste pour rester aux côtés de ma famille. Quelqu'un me disait que je n'avais plus à le faire. Mes doigts se sont refermés sur la clé. Elle était assez petite pour se cacher dans ma paume. Pourtant, j'avais l'impression de tenir une bouée de sauvetage. Le laiton était frais au début, mais plus je le tenais, plus il se réchauffait, jusqu'à ce qu'il semble vivant contre ma peau. Un pouls qui n'était pas le mien, mais qui, d'une manière ou d'une autre, m'était destiné. J'ai pressé la note contre ma poitrine. Des larmes ont brouillé l'encre. Toute ma vie, on m'avait dit d'être reconnaissante pour des miettes, pour des coins empruntés, pour une chaise tirée à la table de quelqu'un d'autre. Et maintenant, ici même, dans le compartiment, secret d'un homme qui m'avait aimé au-delà de la mort, se trouvait la preuve que je n'avais pas à vivre comme ça. Je suis restée longtemps assise sur le sol du grenier, serrant l'enveloppe, les documents, la clé, comme s'ils pouvaient disparaître si je les lâchais. Ma respiration était irrégulière. Mi-sanglot, mi-rire, une douleur, mais aussi une libération. Les papiers sentaient légèrement la poussière. Mais sous cette odeur, je jurerais avoir senti une trace de bois de cèdre, vive et propre, comme une forêt après la pluie. J'ai imaginé la rue sans des cèdres, une maison que je n'avais jamais vue. Avait-elle des fenêtres, 3 qui donnaient sur le soleil du matin? Un porche assez large pour des fauteuils à bascule? Des pièces résonnant d'un silence qui m'appartenait entièrement. Pour la première fois depuis si longtemps, j'ai imaginé un espace non pas défini par ce qui m'était refusé, mais parce que je pouvais réclamer.
J'ai passé mon pouce le long des dents de la clé jusqu'à ce qu'elle me pique la peau. La petite piqûre n'a fait que me la faire serrer plus fort. Mon cœur battait la chamade de peur. Oui, mais aussi avec quelque chose que je croyais avoir perdu. L'espoir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée, l'enveloppe sous mon oreiller, la clé, bien au chaud dans mon poing, me répétant sans cesse « Ne m'en dis pas une place, ouvre ta propre porte ». Je conduisais lentement ce matin d'hiver. Les pneus de ma vieille voiture crissant contre le gravier durci par le gel alors que je hurnais dans la rue des Cèdres. Le monde était silencieux, enveloppé d'un fin voile de brume blanche qui s'enroulait entre les arbres nus, leurs branches acérées, se découpant sur le ciel pâle. Ma respiration sortait en petites bouffées, nerveuses, presque enfantines. Pendant des semaines, j'avais évité ce trajet, me disant que c'était inutile, que la maison n'était que du bois et des clous. Mais mon cœur savait mieux. Aujourd'hui, je devais y faire face. Quand la petite maison est apparue, ma poitrine s'est serrée. Elle se tenait humblement au bout de la rue. Une petite maison en bois avec des planches de cèdre patinées par des années de neige et de pluie. Sa porte était peinte d'un vert tendre, la couleur des nouvelles feuilles. Et sur le porche, 2 chaises se balançaient faiblement dans le vent. L'une était un simple fauteuil à bascule, sa peinture écaillée, ses accoudoirs usés et lisses. L'autre était un banc robuste, assez large pour 2. J'ai arrêté la voiture, coupé le contact, et je suis restée assise là, à regarder mes mains agrippant le volant. C'était comme si le temps s'était arrêté le jour où il l'avait laissé. Les rideaux étaient soigneusement tirés. Le chemin menant aux marches était balayé, et la boîte aux lettres portait encore son écriture soignée sur le devant. Rémi et moi, Tess. J'ai tracé les lettres avec mes yeux, et j'ai murmuré son nom à voix haute. Un son fragile porté par l'air froid. Lentement, je suis sortie. Le crissement glacé du gravier sous mes bottes était le seul rappel que je n'avais pas dérivé dans un rêve. En traversant le porche, j'ai remarqué quelque chose qui m'a noué la gorge, accroché juste au-dessus du fauteuil à bascule. Sous l'avant-toit, il y avait une plaque en bois. Les lettres étaient gravées dans le cèdre par la main ferme de Rémi. « Bienvenue chez toi, Tess. » Je me suis figée. Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Un rire a jailli de moi, rauque et tremblant, suivi de larmes qui brûlaient chaudement contre mes joues glacées. Rémi avait laissé ça pour moi. Il avait su. Il avait compris qu'un jour j'aurais besoin d'un endroit où retourner. Un endroit qui serait à moi. À l'intérieur, la maison sentait légèrement le pin et le bois, bien que le foyer soit froid. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle, touchant chaque coin comme une bénédiction. Mes yeux parcouraient la pièce, s'imprégnant des détails. Le couvre-lit drapé sur le canapé, cousu de bleu et de brun. Chaque carré, familier provenant de vieilles chemises et robes que nous avions portées autrefois. Sur la cheminée se trouvaient des photos encadrées. Rémi tenant une canne à pêche, moi avec. Mon tablier noué obséré. Nous deux souriant à travers les années comme si le monde ne pourrait jamais nous blesser. Je me déplaçais lentement, mes doigts effleurant les surfaces, reconnaissant sa présence en toute chose. Il y avait la tasse avec l'ébréchure sur le bord, posée sur l'étagère de la cuisine, comme si elle attendait le café du matin. Il y avait le carnet, près de la banquette de la fenêtre, rempli de ces croquis maladroits de notre jardin. Et là, plié soigneusement sur le fauteuil, il y avait une couverture en flanelle. Douce et usée, sentant encore légèrement le cèdre. Je me suis laissé tomber sur le canapé, serrant le couvre-lit contre ma poitrine. Les larmes sont revenues,
plus douces cette fois, et je les ai laissées couler. Ce n'était pas seulement du chagrin, mais de la gratitude, une douleur qui me rappelait que j'avais aimé, que j'avais été aimé. Mon rire se mêlait aux sanglots. Ah! Emplissant la petite maison d'un son qui n'appartenait qu'à moi maintenant. Le véritable choc n'était pas dans la maison elle-même, ni dans les objets qu'il avait laissés. C'était dans le message qui pulsait à travers chaque mur, chaque cadre photo, chaque détail, soigneusement choisi. Rémi n'avait pas construit cela comme un abri contre les intempéries, mais comme un rappel. Tess, tu mérites une place, tu mérites un foyer. Pendant des années, je m'étais laissé croire le contraire, me ratatinant, donnant, m'effaçant dans l'arrière-plan des besoins des autres. Mais ici, dans cette maison tranquille, au bout de la rue des Cèdres, il avait gravé la preuve de ma valeur. Je me suis relevée, marchant, jusqu'au porche. Le vent portait l'odeur légère de pin et de fumée lointaine, et le fauteuil à bascule grinçait doucement comme pour m'inviter à m'asseoir. Je me suis installée dedans, le bois fer me met familier sous moi, et j'ai regardé la route d'où j'étais venue. Mes larmes ont ralenti, ma respiration s'est stabilisée. Je n'étais plus seulement Tess la veuve. Tess la sœur oubliée. Tess, la mère qui n'était jamais assez. Ici, j'étais Tess qui avait une place. Tess qui appartenait. Et alors que je me balançais, mes mains reposant légèrement sur mes genoux, j'ai murmuré dans le vent. Merci Rémi. J'étais encore sur le porche de la rue des Cèdres quand mon téléphone a vibré sur le bras du fauteuil à bascule. Le vent s'était calmé. L'air avait la morsure propre du pain. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de mon fils. Pendant une longue seconde, je l'ai laissé sonner. Puis j'ai fait glisser mon pouce et j'ai porté le téléphone à mon oreille. « Maman !» a-t-il dit, son ton déjà chargé d'excuses. « S'il te plaît, ne prends rien de tout ça mal. » La maison de sa mère était animée. Ce soir, la petite a fait la sieste là-bas. Le dîner était déjà prêt. C'était juste plus simple. J'ai écouté sa respiration, régulière, mais sur la défensive. Derrière lui, j'entendais des verres qui tintent, une télévision, un éclat de rire étouffé. Mes yeux sont revenus sur la plaque de cèdre au-dessus de moi. « Bienvenue chez toi, Tess. » J'ai laissé le silence travailler pour moi avant de répondre. « Je t'écoute, » ai-je dit. « Dis ce que tu as appelé pour dire. » Il s'est raclé la gorge. « On ne voulait pas te blesser. Amélie pensait que tu serais fatiguée. On s'est dit qu'on passerait demain ou dans la semaine, si les emplois du temps coïncident. Ne sois pas fâché, d'accord ?» Je sentais mon cœur essayer de s'emballer. Je l'ai forcé à reculer. « Je ne suis pas fâchée, » ai-je dit. « Je suis réveillée. » Il n'a pas saisi la différence. « Bien, j'ai dit à Amélie que tu comprendrais. Sa mère avait des invités en plus. Il n'y a pas de parking facile près de chez toi. Émilie devient capricieuse le soir. On ne voulait pas la traîner partout. Tu comprends ?» Le fauteuil a grincé quand j'ai bougé. Un jet s'est posé sur la rampe du porche et a agité sa queue. Le monde ne s'arrêtait pas pour notre conversation. « Cédric », ai-je dit d'une voix douce et claire, « tu as choisi ta table. » Il a expiré comme si la phrase était inoffensive. « Oui, pour ce soir. La prochaine fois, on pourra mieux s'organiser. »« Tu as choisi ta table ?» ai-je répété plus lentement. « Et j'ai choisi la mienne. » Le silence à l'autre bout du fil a changé de nature. Il a éloigné le téléphone pendant une seconde. J'ai entendu des mots étouffés. Peut-être quelqu'un lui demandant à qui il parlait. Quand il est revenu, sa voix avait une pointe d'agacement. « Est-ce que tu me coupes les ponts ?»« Non, ai-je dit,
Je coupe une corde qui me maintenait dans la mendicité. C'est différent. Mais ça a l'air dramatique, a-t-il dit. Je dis juste que la soirée a été chargée. Pourquoi Antonio s'entend faire toute une histoire? Parce que j'ai passé des années à me dire que ce n'était qu'un soir. Ai-je dit, ce n'est pas un soir. C'est une habitude. Je dresse une table. Tu arrives? D'une autre table, déjà rassasiée. Tu me demandes de comprendre. Je comprends et maintenant j'agis en conséquence. Il a d'abord essayé l'humour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, agir en conséquence? Tu déménages? C'est à propos de cette vieille maisonnette dont parlait papa? Ça veut dire que j'en ai fini de devoir justifier mes sentiments, ai-je dit. Ça veut dire que ma porte est ouverte à mon fils quand il vient tant que mon fils, pas en tant qu'invité qui me case entre deux rendez-vous. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Tu sais comment sont les emplois du temps? La mère d'Amélie nous attend aussi. On ne peut pas être à deux endroits à la fois. Je le sais, ai-je dit. C'est. Pourquoi choisir est honnête. Je ne suis pas en colère contre le choix. J'en ai juste fini de prétendre qu'il n'a pas eu lieu. Il est redevenu silencieux. En arrière-plan, un enfant a crié. J'ai pu imaginer Émilie avec des doigts collants et une couronne en papier. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé une douleur me traverser. Je ne l'ai pas combattue. Je ne l'ai pas nourrie. Tu veux que je passe ce soir? A-t-il demandé. On peut apporter des restes. On peut arranger ça. Je n'ai pas besoin de restes, ai-je dit. J'ai besoin de vérité. Si tu veux me rendre visite, tu es le bienvenu. Choisis un jour parce que tu veux être avec moi. Pas parce que tu te sens coupable entre deux plats. Il a soupiré, un soupir long et las. Amélie va penser que tu es en colère contre elle. Tu peux lui dire que je ne suis pas en colère, ai-je dit. Je construis une vie qui n'attend pas dans l'allée. Alors tu es sérieuse, a-t-il dit. Tu choisis ta propre table. Oui, ai-je dit. Elle a de la place pour toi. Elle aura toujours de la place pour toi. Mais je ne resterai plus devant la porte de quelqu'un d'autre en espérant des miettes. Il n'a pas parlé pendant un moment. Puis il a dit, plus doucement, « Tu es en train de dire que je suis un mauvais fils ?»« Non, ai-je dit. Je suis en train de dire que je suis une personne à part entière. » J'ai respiré, et l'air froid de la rue des Cèdres m'a semblé pur et vivifiant, comme si je respirais pour la première fois sans le poids de l'attente sur ma poitrine. C'était une conversation que j'aurais dû avoir des années plus tôt, mais je n'avais jamais eu la force, ni le lieu, pour la tenir. Ce porche, cette maison, c'était mon territoire, mon ancre. C'était de là que je pouvais enfin parler sans trembler. Le silence de Cédric à l'autre bout du fil n'était plus une arme contre moi. C'était simplement un vide qu'il devait maintenant combler avec ses propres mots, ses propres décisions. Je n'allais plus me précipiter pour le remplir de mes propres apaisements et de mes excuses pour son comportement. Je me suis balancée doucement dans le fauteuil, le bois grinçant un rythme, lent et régulier. J'ai attendu. Je pouvais presque l'entendre penser, peser ses options. Le Cédric que je connaissais chercherait la sortie la plus facile, la phrase qui mettrait fin à la confrontation et lui permettrait de retourner à la chaleur de la fête. « Écoute, maman, je suis fatigué, » a-t-il finalement dit, sa voix plate. « On en reparlera. Ne fais rien de stupide. » Non, condescendance dans sa voix. Cette vieille habitude de me traiter comme une enfant, émotive, a piqué, mais n'a pas blessé comme avant. C'était comme observer un vieil orage, depuis un abri sûr. Je ne fais rien de stupide, Cédric. Je prends soin de moi. Ai-je répondu, ma voix égale.
C'est peut-être ce qui te semble étrange. Passe une bonne soirée. Dis bonjour à Émilie de ma part. » Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai appuyé sur le bouton pour mettre fin à l'appel. Le silence est revenu. Mais c'était un silence différent, maintenant. Ce n'était plus le silence de l'abandon. C'était le silence du choix. J'ai posé le téléphone, écran vers le bas. J'ai levé les yeux vers le ciel crépusculaire, où les premières étoiles commençaient à percer le voile bleu profond. Une paix profonde, presque inconnue, s'est installée en moi. Je n'avais rien gagné, je n'avais rien perdu. J'avais simplement tracé une ligne dans le sable, une frontière autour de mon propre cœur. La plaque au-dessus de ma tête semblait briller dans la lumière déclinante. « Bienvenue chez toi, Tess. »« Oui, » ai-je pensé. « Enfin, je suis à la maison. » Je n'aurais jamais pensé que l'acte final de mon histoire serait si calme. Pas de confettis, pas de caméra, pas d'enfants repentants se précipitant dans mes bras. Juste moi, un stylo et un morceau de papier que j'avais plié et replié tant de fois. Les bords étaient doux comme du tissu. La maison était calme, comme elle l'était. Toujours maintenant, la rue des Cèdres avait une façon de tenir le silence comme un ami, m'enveloppant dans un calme qui pouvait parfois ressembler à une cage. Mais ce matin-là, ça ne ressemblait pas à une prison. Ça ressemblait à une page attendant d'être écrite. J'ai sorti la note que Rémi m'avait laissée, et il y a des années, avant de mourir. Elle était griffonnée de sa main ferme, bien qu'un peu tremblante à cause de la maladie qui avait déjà commencé sa lente progression en lui. Il l'avait glissée dans la poche de mon tablier après une de nos nombreuses disputes au sujet des enfants. « Ne m'en dis pas une place. Ouvre ta propre porte. » À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il était juste fatigué de m'entendre me demander à voix haute pourquoi nos enfants adultes ne semblaient jamais m'inviter, pourquoi il y avait toujours une excuse, une table pleine, une nouvelle tradition, la maison de quelqu'un d'autre, les règles de quelqu'un d'autre. Rémi, à sa manière têtue, m'avait toujours exhorté à ne pas attendre la permission de qui que ce soit. Il construisait des choses de ses mains, réparait des portes, fabriquait des tables, rapiéçait des toits, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi je perdais tant de souffle à espérer une chaise dans la maison de quelqu'un d'autre. Il m'a fallu des années d'espoir meurtri, des années d'attente près du téléphone pour enfin comprendre. Alors, ce matin-là, je me suis assise à la table de la cuisine de la rue des Cèdres, celle que Rémi avait construite de ses propres mains, en chêne massif poli par des décennies de repas, de rire et, plus tard, de silence. J'ai lissé le papier et j'ai réécrit les mots de ma propre main. « Ne m'en dis pas une place. Ouvre ta propre porte. » Je l'ai collé à l'intérieur de mon placard de cuisine, juste là où se trouvaient les sachets de thé. Un endroit où je le verrais chaque matin, non pas comme un reproche, mais comme une boussole. Quand j'ai reculé, le papier a légèrement flotté à cause du souffle du chauffage, comme s'il était vivant, respirant, s'installant dans sa nouvelle maison. Je me suis préparé un thé, de la camomille, avec du miel, et je me suis approché de la fenêtre. Dehors, les moineaux s'étaient de nouveau rassemblés. J'avais acheté une vieille mangeoire à oiseaux en bois, dans un vide-grenier, Illy, à 2 mois, et chaque matin maintenant, je la remplissais. Les oiseaux venaient en groupe, un peu turbulents, les ailes se frôlant, se disputant l'espace. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours assez de graines pour tout le monde. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide et je les ai regardés. Leurs petits corps déterminés luttant contre le froid de l'hiver. Ils n'attendaient pas la permission. Ils ne mendiaient pas d'espace. Ils atterrissaient simplement, prenaient ce dont ils avaient ce besoin,
puis repartait sans se soucier de savoir si les autres approuvaient. C'était ma table maintenant, celle de l'extérieur, où la vieillesse rassemblait, que j'y sois invitée ou non. Pour la première fois depuis des années, la solitude lancinante qui me rongeait habituellement pendant la semaine de Noël n'était pas si aiguë. Elle était là, oui, mais plus douce, plus comme une cicatrice qu'une plaie ouverte. J'ai pensé à mes enfants, à Cédric, dont la femme avait dit un jour que leur maison était trop petite pour m'accueillir, à ma fille, Claire, qui m'avait envoyé un texto disant que son mari préférait garder les fêtes juste en famille, aux anniversaires manqués, aux dîners, où je souriais poliment, bien que ma chaise soit au bout de la table, pratiquement dans une autre pièce. Et pourtant, en restant là à regarder les moineaux, j'ai réalisé quelque chose. Il avait choisi une autre table, mais j'avais choisi la mienne. Ce changement était si subtil que je l'ai presque manqué. Mais il était là. Pendant des années, je m'étais définie par les invitations que je recevais ou non. Ma valeur semblait liée au fait que mon téléphone s'allume avec un message disant « On t'a gardé une place ». Et quand ce n'était pas le cas, je m'effondrais. Mais maintenant, je voyais les choses différemment. J'avais une place. Je l'avais toujours eue. Elle n'était simplement plus à leur table. Et peut-être que c'était bien comme ça. J'ai posé ma tasse et je me suis dirigée vers le placard où la note était accrochée. J'ai touché les mots légèrement, comme si Rémi me les murmurait à nouveau. Ne m'en dis pas une place. Ouvre ta propre porte. J'ai pensé à toutes les portes que j'avais déjà ouvertes sans m'en rendre compte. Le cercle de patchwork à l'église où nous rions plus que nous ne cousions. Le club de jardinage qui se réunissait tous les mercredis, où mes mains plongeaient dans la terre et retrouvaient la vie, dans le spétunias et les rosiers. Le petit club de lecture que j'avais commencé avec 2 voisines et qui remplissait maintenant mon salon une fois par mois de femmes qui comprenaient la perte, la résilience et la joie tenace de recommencer. C'étaient mes portes, mes tables. Et la vérité, c'est que les anciennes ne me manquaient plus autant. Je me suis assise à la table, j'ai sorti une nouvelle feuille de papier à lettres et j'ai commencé à écrire. Non pas à mes enfants, mais à moi-même. Une sorte de lettre, une déclaration. Chère Tess, tu es assez. Pas parce que quelqu'un t'a invité, mais parce que tu as choisi de vivre quand même. Tu as construit une table à partir du silence, tu l'as remplie d'amis, et tu as dressé des assiettes de gentillesse pour toi-même. C'est ton festin. Ne l'oublie pas. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée sous la note dans le placard, superposant la sagesse sur la S, Agesse, une archive privée de survie. Les moineaux dehors se sont envolés tous en même temps, effrayés par quelque chose d'invisible. L'air s'est rempli du bruissement des ailes, chaotique et magnifique. Je me suis tenue à nouveau à la fenêtre, le cœur battant, ayant l'impression qu'ils emportaient une partie de moi avec eux, la dispersant à travers le vaste ciel d'hiver. J'avais passé si longtemps à croire que Noël était quelque chose que l'on vous donnait, quelque chose auquel vous deviez être invité. Mais maintenant, dans cette maison calme de la rue des Cèdres, j'ai réalisé que c'était quelque chose que l'on portait à l'intérieur, quelque chose que l'on choisissait de déballer pour soi-même. Ils pouvaient garder leur table. J'avais la mienne. Et ainsi, alors que le soir tombait et que la première neige commençait à tomber, j'ai éteint les lumières, laissé le sapin briller faiblement, thé dans le coin, et j'ai murmuré à la chaise, vide de Rémi. Ils ont choisi une autre table. J'ai choisi ma propre porte. J'étais encore sur le porche de la rue des Cèdres quand mon téléphone a vibré sur le bras du fauteuil à bascule,
Le vent s'était calmé. L'air avait la morsure propre du pain. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de mon fils. Pendant une longue seconde, je l'ai laissé sonner. Puis j'ai fait glisser mon pouce et j'ai porté le téléphone à mon oreille. « Maman » a-t-il dit, son ton déjà chargé d'excuses. « S'il te plaît, ne prends rien de tout ça mal. La maison de sa mère était animée. Ce soir, la petite a fait la sieste là-bas. Le dîner était déjà prêt. C'était juste plus simple. » J'ai écouté sa respiration, régulière, mais sur la défensive. Derrière lui, j'entendais des verres qui tintent, une télévision, un éclat de rire étouffé. Mes yeux sont revenus sur la plaque de « Cèdre » au-dessus de moi. « Bienvenue chez toi, Tess. » J'ai laissé le silence travailler pour moi, avant de répondre. « Je t'écoute, » ai-je dit. « Dis ce que tu as appelé pour dire. » Il s'est raclé la gorge. « On ne voulait pas te blesser. Amélie pensait que tu serais fatiguée. On s'est dit qu'on passerait demain ou dans la semaine si les emplois du temps coïncident. Ne sois pas fâché. D'accord ?» Je sentais mon cœur essayer de s'emballer. Je l'ai forcé à reculer. « Je ne suis pas fâchée, » ai-je dit. « Je suis réveillée. » Il n'a pas saisi la différence. « Bien, j'ai dit à Amélie que tu comprendrais. Sa mère avait des invités en plus. Il n'y a pas de parking facile près de chez toi. Émilie devient capricieuse le soir. On ne voulait pas la traîner partout. Tu comprends. Le fauteuil a grincé quand j'ai bougé. Un jet s'est posé sur la rampe du porche et a agité sa queue. Le monde ne s'arrête pas, et pas pour notre conversation. « Cédric, » ai-je dit, d'une voix douce et claire, « tu as choisi ta table. » Il a expiré comme si la phrase était inoffensive. « Oui, pour ce soir. La prochaine fois, on pourra mieux s'organiser. »« Oh, tu as choisi ta table » ai-je répété plus lentement. « Et j'ai choisi la mienne. » Le silence, à l'autre bout du fil, a changé de nature. Il a éloigné le téléphone pendant une seconde. J'ai entendu des mots étouffés. Peut-être quelqu'un lui demandant à qui il parlait. Quand il est revenu, sa voix avait une pointe d'agacement. « Est-ce que tu me coupes les ponts ?»« Non, » ai-je dit. « Je coupe une corde qui me maintenait dans la mendicité. »« C'est différent. Ça a l'air dramatique, » a-t-il dit. « Je dis juste que la soirée a été chargée. » Pourquoi en ce moment faire toute une histoire ? Parce que j'ai passé des années à me dire que ce n'était qu'un soir, ai-je dit. Ce n'est pas un soir. C'est une habitude. Je dresse une table. Tu arrives d'une autre table, déjà rassasiée. Tu me demandes de comprendre. Je comprends et maintenant j'agis en conséquence. Il a d'abord essayé l'humour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire agir en conséquence ? Tu déménages ? C'est à propos de cette vieille maisonnette dont parlait papa. Ça veut dire que j'en ai fini de devoir justifier mes sentiments, ai-je dit. Ça veut dire que ma porte est ouverte à mon fils. Quand il vient tant que mon fils, pas en tant qu'invité qui me case entre deux rendez-vous. Ce n'est pas juste, a-t-il dit. Tu sais comment sont les emplois du temps. La mère d'Amélie nous attend aussi. On ne peut pas être à deux endroits à la fois. Je le sais, ai-je dit. C'est pourquoi choisir est honnête. Je ne suis pas en colère contre le choix. J'en ai juste fini de prétendre qu'il n'a pas eu lieu. Il est redevenu silencieux. En arrière-plan, un enfant a crié. J'ai pu imaginer Émilie avec des doigts collants et une couronne en papier. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé une douleur me traverser. Je ne l'ai pas combattue. Je ne l'ai pas nourrie. « Tu veux que je passe ce soir ?» a-t-il demandé. « On peut apporter des restes. On peut arranger ça. » « Je n'ai pas besoin de restes, » ai-je dit. « J'ai besoin de vérité. Si tu veux me rendre visite,
Tu es le bienvenu. Choisis un jour parce que tu veux être avec moi. Pas parce que tu te sens coupable entre deux plats. » Il a soupiré. Un soupir long et las. « Amélia va penser que tu es en colère contre elle. » « Tu peux lui dire que je ne suis pas en colère, » ai-je dit. « Je construis une vie qui n'attend pas dans l'allée. »« Alors tu es sérieuse, » a-t-il dit. « Tu choisis ta propre table. »« Oui, » ai-je dit. « Elle a de la place pour toi. Elle aura toujours de la place pour toi. Mais je ne resterai plus devant la porte de quelqu'un d'autre en espérant des miettes. » Il n'a pas parlé pendant un moment. Puis il a dit, plus doucement, « Tu es en train de dire que je suis un mauvais fils ?»« Non, » ai-je dit. « Je suis en train de dire que je suis une personne à part entière. » J'ai respiré. Je ne m'attendais pas à me retrouver à la banque du centre-ville que Rémi et moi avions utilisée pendant des décennies. Les sols en marbre résonnaient sous mes chaussures, et la faible odeur de papier et de laiton poli ramenait des souvenirs d'après-midi où Rémi m'amenait ici, sa main ferme sur la mienne, m'assurant que nous planifions un avenir sûr. Maintenant, en y entrant seule, je me sentais comme une intruse dans un monde qu'il avait autrefois navigué si facilement. J'avais demandé à voir Nora M. Artin, la directrice de l'agence et, plus importante encore, une amie. Proche de Rémi depuis les années où il siégeait au conseil municipal, elle m'a accueillie dans son bureau avec une chaleur qui a dissipé mon anxiété. Ses yeux se sont adoucis alors qu'elle me faisait signe de m'asseoir. « Tess, » dit-elle doucement, « je suis contente que tu sois venue. » Rémi m'a toujours fait confiance pour veiller aux choses, si quelque chose arrivait. Ces paroles m'ont transpercé d'un mélange de gratitude et de chagrin. Je me suis enfoncée dans le fauteuil en cuir en face de son bureau, serrant l'enveloppe pliée que Rémi avait laissée avec ses documents. Ma voix tremblait. « Nora, je ne sais plus où j'en suis. Mon fils et ma fille, ils agissent comme si je n'avais pas ma place dans ma propre maison. J'ai peur qu'ils ne me mettent dehors. » L'expression de Nora s'est durcie, non pas de colère, mais avec une sorte de certitude professionnelle. Elle a ouvert un dossier sur son bureau et a tapoté quelques papiers. « Tess, cette maison t'appartient entièrement. » Rémi s'en est assuré. Quelques mois avant de mourir, il a mis en place une fiducie. Il m'a dit qu'il voulait te protéger de toutes les manières possibles. Ma poitrine s'est serrée. « Une fiducie ? » ?»« Oui, » expliqua-t-elle patiemment. Rémi a créé une fiducie révocable qui s'est transformée en fiducie irrévocable après sa mort. Cela signifie que la propriété, la maison où tu vis, a été placée dans cette fiducie. Et la fiducie te nomme comme unique bénéficiaire. Personne d'autre n'a de droit légal sur elle. Ni tes enfants, ni des créanciers, ni personne. Ils ne peuvent pas y toucher, Tess, pas à moins que tu n'en décides autrement. Les mots m'ont submergée comme une marée, inattendue et stable. Pendant des semaines, j'avais vécu avec la terreur silencieuse de perdre le dernier morceau de la vie que Rémi et moi avions construit ensemble. Les voix dures de mes enfants résonnaient encore dans mes oreilles. « Tu n'as pas besoin de cette maison, maman. Elle est trop grande pour toi. Cède-nous-la. » J'avais presque fini par les croire. J'avais failli renoncer à ma sécurité et à mes souvenirs parce que la culpabilité a le don de se déguiser en devoir. Nora s'est penchée en avant, sa voix baissant comme si elle savait que j'avais besoin de l'assurance, cousue dans chaque syllabe. Rémi m'a dit un jour, « Tess ne se battra pas pour elle-même, comme elle le mérite. Alors je me battrai à l'avance. » C'est pourquoi il a tout mis en ordre. J'ai pressé mes mains sur mes genoux, clignant des yeux pour retenir les larmes. Je pouvais presque entendre le rire de Rémi.
Ce grondement sourd qu'il conservait même, pendant ses jours les plus malades. Il me connaissait trop bien, connaissait ma tendance à céder, à laisser le confort des autres l'emporter sur le mien. Et il avait travaillé en silence pour me protéger, même des enfants que nous avions élevés ensemble. Mais pourquoi me l'a-t-il pas dit? Ma voix s'est brisée. Pourquoi me laisser douter, avoir l'impression de n'avoir plus rien? Nora allait esquisser un petit sourire. Parce qu'il voulait que tu le découvres quand tu en aurais le plus besoin. Il a dit, elle ne croira pas qu'elle le mérite, à moins que cela n'arrive quand son cœur se sent le plus incertain. La vérité s'est installée, dans mes os. C'était comme si Rémi m'avait laissé une dernière conversation, une dernière main sur mon épaule. La fiducie n'était pas seulement une question de propriété, c'était sa façon de dire qu'il me voyait. Même quand je ne pouvais pas voir ma propre l'heure. Nora a fait glisser les papiers envers moi. Ces documents confirment tout. Tu peux vivre dans cette maison pour le reste de ta vie sans crainte. Tu peux la rénover, la vendre, la louer, tout ce que tu veux. Elle t'appartient entièrement. J'ai fixé les papiers, le souffle court. La maison, la cuisine où j'avais appris à mes enfants à faire des biscuits, le jardin que Rémi taillait chaque printemps, le porche où il s'asseyait autrefois avec moi pour regarder le coucher du soleil. Soleil! Tout cela était en sécurité, protégé par un homme qui comprenait que l'amour ne s'arrêtait pas avec la mort. Il continuait dans les choix qu'il laissait derrière lui. Ma voix s'est affermie, bien que mes mains tremblent encore. Rémi m'a donné plus qu'une maison. Il m'a donné une place à table, une que je croyais avoir perdue. Nora a penché la tête, écoutant. Et puis, doucement, j'ai murmuré la phrase où il montait de la moelle de mon chagrin et de ma gratitude. Rémi m'a gardé la place la plus honorable à table, même quand je ne croyais plus mériter de m'asseoir. À ce moment-là, je me sentais à la fois brisée et entière. Brisée parce qu'il me manquait terriblement, entière parce qu'il avait fait en sorte que je puisse me tenir debout seule. Nora a tendu la main sur le bureau, posant sa main sur la mienne. « Alors prends cette place, Tess, et ne laisse personne te dire qu'elle n'est pas à toi. » Le silence feutré de la banque nous a enveloppés, lourd mais tendre. Et, pour la première fois depuis la mort de Rémi, j'ai expiré sans peur. J'ai rencontré Léon, Olivier pour la première fois un matin glacial de novembre. Le genre de matin où le givre s'accroche obstinément au rebord des fenêtres et où l'air brûle vivement dans les poumons. Ma porte d'entrée grinçait depuis des semaines, la charnière gémissant chaque fois que je la forçais à s'ouvrir, comme pour faire écho à mes propres soupirs là. Je m'étais dit que je m'en occuperais. Mais la vérité, c'est que je n'avais plus l'énergie de gérer les petites contrariétés. Quand on vit seul et que les murs sont déjà trop silencieux. Un grincement ici, ou un gémissement là ressemble presque à de la compagnie. Mais ce matin-là, la charnière a poussé un long cri strident, et la porte est restée coincée à moitié ouverte, me piégeant à l'intérieur avec ma propre frustration. C'est à ce moment-là que Léon est apparu. Il habitait 2 maisons plus loin, depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Un ancien militaire à la retraite, les épaules encore carrées, comme s'il était en inspection. Il était plus âgé que moi, peut-être dans ses 70 ans, avec des cheveux, coupés très courts, blancs comme le givre, et des yeux qui portaient le calme constant de quelqu'un qui avait vu plus que la plupart des gens ne voudrait jamais voir. Léon n'était pas un homme de grands discours, mais il avait une façon d'arriver exactement quand on avait besoin d'aide, sans jamais vous faire sentir apitoyé. Ce matin-là, il a traversé ma cour, avec une petite boîte à outils dans une main,
son souffle s'enroulant dans l'air froid comme un signal de fumée silencieux. « La porte te pose des problèmes, Tess ?» a-t-il demandé, sa voix basse, pratique, sans jugement. J'ai hoché la tête, embarrassée. « Elle est coincée, depuis des semaines. » J'ai juste... Eh bien, je suppose que j'ai continué à remettre ça à plus tard. Il n'a pas répondu avec le genre de sympathie condescendante que certains voisins offraient. Au lieu de cela, il a posé sa boîte à outils, s'est agenouillé près de la charnière et a commencé à la dévisser avec le soin d'un homme qui avait réparé une centaine de portes auparavant. Ses mains étaient rudes, calleuses, mais précises, comme si chaque mouvement portait la discipline de ses années de service. Je suis restée là maladroitement, serrant mon gilet autour de moi, ne sachant pas si je devais m'excuser d'avoir besoin d'aide ou le remercier de l'offrir sans que je le demande. En quelques minutes, il a libéré, nettoyé et huilé la charnière. La porte s'est ouverte et fermée de nouveau, aussi doucement que le jour, où mon défunt mari l'avait installée des décennies auparavant. Je n'ai réalisé que je souriais que lorsque Léon a levé les yeux et m'a fait un petit signe de tête comme pour dire « Voilà, c'est comme ça que ça devrait être. »« Un café ?» ai-je demandé, plus par habitude que par hospitalité. Mon défunt mari, Rémi, avait toujours cru qu'il ne fallait jamais laisser un homme quitter sa maison, sans lui offrir une tasse de quelque chose de chaud. « Déjà pris soin », a dit Léon. Il s'est levé, s'est essuyé les mains sur un vieux chiffon, puis a sorti un petit sac en papier de la poche de sa veste. Il l'a posé doucement sur ma table de cuisine, sans explication. Quand je l'ai ouvert plus tard, j'ai découvert qu'il était rempli de café, fraîchement moulu, du genre qui sentait la terre noire et la fumée. Il n'avait pas demandé si j'en avais besoin. Il n'avait pas demandé si je pouvais me le permettre. Il l'avait simplement apporté, comme s'il comprenait que la gentillesse n'a pas besoin de permission. C'est ce qui m'a frappé chez Léon. Il ne s'immisçait jamais. Il ne m'a pas demandé pourquoi je n'avais pas réparé la charnière moi-même ou pourquoi j'avais l'air de ne pas avoir bien dormi depuis des semaines. Il n'a pas mentionné le silence froid de ma maison ou la façon dont mes enfants s'étaient en fait rares depuis la mort de leur père. Au lieu de cela, il a offert le genre de soin discret et ordinaire qui me rappelait que j'avais encore de l'importance, de petites manières. Sa présence était un miroir, me montrant que même en l'absence de l'attention de ma famille, je valais toujours la peine qu'on se déplace pour moi. C'était le cadeau d'un homme comme lui, un faire-valoir, un contraste avec la cruauté de ceux qui auraient dû m'aimer le plus. Quelques jours plus tard, lorsque la température a encore baissé et que ma chaudière a eu du mal à suivre, Léon est réapparu. Je suis entrée dans la cuisine pour le trouver accroupi devant ma cheminée, empilant du petit bois comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il n'a pas frappé. Il ne s'est pas annoncé. D'une manière ou d'une autre, il savait que le froid dans ma maison était devenu insupportable. Quand le Flammes ont finalement pris et que la chaleur a commencé à se répandre, il s'est penché en arrière, sur ses talons, a essuyé la suie de ses mains et a fait ce même petit signe de tête. Pas de discours, pas d'histoire, juste une aide constante et silencieuse. C'est dans ces moments-là que j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas une grande révélation, pas un acte de salut spectaculaire, mais un rappel que la vie ne se mesure pas seulement en trahison, en abandon. Elle se mesure aussi à la façon dont un voisin laisse un sac de café sur votre table ou s'agenouille près de votre foyer jusqu'à ce que le feu prenne. Léon n'a pas remplacé la famille que j'avais perdue à cause de l'indifférence, mais il m'a montré que je n'étais pas invisible, que peut-être, juste peut-être, il restait encore de la lumière dans mes jours
attendant d'être entretenu. Quand il est parti ce soir-là, je hais ça, lui rester assise près du feu longtemps après que les bûches se soient consumées, l'odeur du café frais flottant encore dans l'air. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisée à croire que je méritais ce genre de soins simples et tacites. Et bien que mes enfants ne voient peut-être jamais ma valeur, au moins une personne la voyait. C'était suffisant pour me tenir chaud. Lorsque la poussière de la trahison est retombée et que le silence de la rue des Cèdres a commencé à résonner dans mes os, j'ai su que j'avais un choix. Je pouvais soit laisser cette vieille maison se transformer en un mausolée de chagrin, soit y insuffler une nouvelle vie. Chaque matin, je traversais la cuisine, passais la main sur les comptoirs en chêne que Rémi avait construits et entendais le léger tintement des casseroles des années passées. Cette cuisine n'était pas destinée à être un lieu de silence. Elle était faite pour le cliquetis des cuillères, le bouillonnement de la soupe, le bavardage des voix s'entrelaçant comme des fils dans une courte pointe. C'est alors que l'idée a commencé à germer en moi comme un murmure. Et si la rue des Cèdres devenait plus que mon refuge? Et si elle devenait une table pour ceux qui n'avaient plus de table? La pensée a rapidement pris racine. J'ai imaginé les veuves de la ville qui passaient leur journée à regarder des chaises vides. Les anciens combattants au café qui sirotaient un café noir jusqu'à ce qu'ils refroidissent. Les tchottistes mères célibataires que je voyais au marché, calculant chaque centime pendant que leur enfant montrait du doigt des pommes ou du pain qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Ma poitrine s'est serrée de reconnaissance car en chacun d'eux, je voyais des morceaux de moi-même. La perte, la solitude et le désir. C'étaient tous des ingrédients que nous partagions. Et soudain, j'ai su que la rue des Cèdres pouvait être une cuisine, communautaire, un endroit où personne n'aurait à manger seul, et où l'acte de remuer une soupe pourrait recoudre les cœurs déchirés. J'ai commencé petit. Un samedi matin, j'ai laissé des dépliants à la bibliothèque, à l'église et à l'épicerie. J'ai écrit de mon écriture, soigné, dîner communautaire à la rue des Cèdres. Apportez ce que vous pouvez ou venez simplement vous-même. Je ne savais pas si quelqu'un viendrait. Mais enfin, d'après-midi, l'allée était bordée de voitures et l'odeur des gratins et du pain de maïs flottait dans l'air. J'ai ouvert la porte et des visages que je n'avais fait que saluer de la tête en passant sont entrés dans mon couloir, portant des marmites, des tartes et des histoires, nichées à l'intérieur comme des recettes secrètes. Certains sont venus avec de la nourriture, d'autres avec rien que des sourires nerveux. Je les ai accueillis de la même manière. Cette nuit-là, la cuisine brillait comme autrefois. Les marmites mijotaient, le four ronronnait, les chaises raclette le sol alors que les gens les rapprochaient. Les rires montaient, comme de la vapeur. J'ai regardé deux anciens combattants échanger des histoires autour d'un ragoût. Une veuve apprenant à une adolescente à pétrir le pain. Des enfants courant dans le couloir, laissant des traînées de joie là où le silence régnait autrefois. À ce moment-là, la rue des Cèdres n'était plus à moi. Elle appartenait à tous ceux qui avaient jamais connu la fin du corps ou du cœur. Pourtant, aussi pleine que soit devenue la maison, une ombre me tirait parfois en arrière. C'était l'ombre de Cédric, mon fils qui m'avait fermé la porte, qui m'avait dit que j'étais trop vieille, trop gênante. Il me surprenait à regarder vers la porte comme s'il pouvait apparaître avec ce même sourire en coin qu'il avait quand il était enfant. Et puis la douleur revenait. Pourrais-je jamais lui ouvrir cette porte, après toute la peine qu'il avait laissé loger en moi comme des échardes? Un soir, après que tout le monde soit parti et que la maison sente le poulet rôti et la tarte à la cannelle, je me suis assise près des braises mourantes du feu. Mes mains étaient fatiguées.
Mais mon cœur battait régulièrement. J'ai pensé au pardon, à ce que cela signifiait vraiment. Était-ce le laisser revenir sans conséquence? Était-ce effacer les nuits que j'avais passées seule, attendant un appel qui n'est jamais venu? Ou le pardon était-il quelque chose de plus calme? Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi? La question me rongeait. Si Cédric frappait un jour, le laisserais-je entrer? Une partie de moi y voulait claquer la porte pour protéger cette nouvelle vie sacrée du chaos qu'il apportait. Une autre partie, plus douce mais persistante, murmurait que l'amour ne consistait pas à compter les dettes. Il s'agissait de me libérer de l'amertume. Pourtant, je n'étais pas sûre d'avoir encore ce genre de force. Le pardon me semblait être une casserole lourde que je n'avais pas l'énergie de soulever. Alors, j'ai laissé la question en suspens. J'ai décidé que la rue des Cèdres resterait ouverte, à la ville, à ceux qui en avaient trop le plus besoin. Si jamais Cédric venait, eh bien, j'affronterais ce moment-là. Jusqu'à ce jour, je consacrais mon énergie aux soupes, au pain et au rire qui résonnaient en dessous les chevrons. La maison avait trouvé son nouveau rythme cardiaque. Et peut-être, juste peut-être, je trouvais le mien aussi. Je conduisais lentement cette nuit-là. Les rues étaient silencieuses, comme seules peuvent l'être les fins de soirée dans notre petite ville. Mes mains agrippaient le volant, comme si lâcher prise pouvait m'envoyer en spirale dans un endroit d'où je ne pourrais pas revenir. L'air à l'intérieur de la voiture était lourd, presque vicié, mais j'ai baissé la vitre d'une fente pour sentir quelque chose de réel contre mon visage. La brise nocturne transportait de faibles odeurs de pin, de fumée de bois et de terre humide, me rappelant que la vie en dehors de ma tête bougeait encore, respirait encore, même si j'avais parfois oublié comment le faire. En tournant au coin de la rue de Cédric, j'ai vu la maison éclairée plus vivement que d'habitude. Une lumière jaune et chaude se déversait des fenêtres sur la pelouse tondue. Et à travers les rideaux transparents, je pouvais voir des silhouettes bouger. Des rires flottaient dans la nuit, étouffés, mais indubitablement pleins de vie. Mon estomac s'est noué. Pendant des années, ces pièces m'avaient semblé être les miennes aussi. Je m'asseyais à cette table, versant de la sauce, dans des bols, regardant Cédric taquiner sa sœur, écoutant des histoires qui ne semblaient jamais finir. Ce soir, cependant, le son de leur bonheur ne me blessait pas de la même manière. Il m'a surprise au début, oui, mais ensuite j'ai remarqué quelque chose de différent. Ma poitrine ne s'est pas effondrée. Ma gorge ne s'est pas serrée. Je ne me sentais plus diminuée à l'idée d'être à l'extérieur. J'ai ralenti la voiture, roulant presque jusqu'à l'arrêt. Mes yeux se sont attardés sur le porche où je m'étais tenue autrefois, avec une tarte dans les mains, soucieuse de faire bonne impression. Cette version de moi avait mendié l'appartenance, affamée d'approbation, désespérée d'être admise. La femme qui agrippait le volant maintenant, moi ne mendiais plus. J'ai inspiré profondément, mes poumons se remplissant d'air frais. Je l'ai retenu jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal, puis je l'ai relâché lentement, le laissant emporter des années d'attachement. Mes doigts se sont resserrés sur le cuir, les jointures pâles, les tendons saillants. Pendant un moment, j'ai pensé à toutes les nuits où j'étais passée par ici auparavant, me torturant avec des images de ce que je pensais avoir perdu. Ma prise s'est desserrée, doigt par doigt, jusqu'à ce que mes mains reposent ouvertes sur le volant. Ce petit geste m'a semblé comme décrocher une chaîne autour de mes côtes. Les rires à l'intérieur de la maison ont repris. Un cœur de réconfort pour ceux qui y appartenaient. J'ai réalisé quelque chose. Leur joie ne m'effaçait pas. Elle ne faisait pas taire mon histoire.
Je n'étais pas un fantôme planant à leur fenêtre. Je n'étais si amplement plus assise à cette table. C'était tout. Pendant des années, j'avais assimilé l'absence à l'échec. Si je n'étais pas incluse, cela devait signifier que je n'avais aucune valeur. Mais ce soir, pour la première fois, j'ai vu la division différemment. Mon absence n'était pas la preuve de mon insignifiance. C'était la preuve d'une transition. J'avais porté assez de poids pour savoir que ce moment était moins une question d'être oublié et plus une question d'entrer dans un autre chapitre. Je ne suis pas oubliée. Me suis-je murmuré, les mots fragiles mais certains. Je ne suis simplement plus à cette table. J'ai avancé un peu la voiture, dépassant la fenêtre, où j'ai aperçu une dernière fois le visage de Cédric. Il souriait. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai même pas ressenti d'envie. Ce que j'ai ressenti, c'est de la distance. Le genre de distance qui ne brûle plus, mais qui crée l'espace pour l'air, pour le souffle, pour la possibilité. La route s'étendait devant moi, sombre et calme. Mes phares coupaient tuer la nuit, comme deux faisceaux de promesses stables. J'ai laissé mes épaules s'enfoncer contre le siège, relâchant une tension que je ne savais pas, que je portais. La voiture bougeait avec moi, ne sursautant plus à chaque contraction de mes poings. J'ai pensé aux années perdues, à me battre pour des miettes d'affection dans cette maison. J'ai pensé à la façon dont je m'étais façonnée en silence, coupant des morceaux de qui j'étais juste pour m'intégrer. Ces versions de moi méritaient mieux. Et maintenant, peut-être pour la première fois, je le leur donnais. Plus je conduisais, plus la lueur de la maison de Cédric devenait petite dans mon rétroviseur. Elle était toujours là, brillante et entière, mais rétrécissant jusqu'à ne plus paraître différente des autres Isons, alignés le long de la rue. Cette seule vision m'a dit quelque chose. Ils avaient leur table, leur rire, leur famille choisie, et moi, enfin, je m'avais moi-même. La nuit était encore longue, incertaine, mais elle ne me semblait plus être une ennemie. Pour une fois, j'ai senti que je pouvais l'affronter d'égal à égal. Je me suis réveillée avant l'aube, dans le silence qui suit une légère chute de neige. La rue des Cèdres portait une clarté nouvelle. Aujourd'hui, c'était le premier jour de la cuisine communautaire. J'ai moulu le café de Léon et j'ai laissé la vapeur monter comme une petite bénédiction. J'ai dressé la longue table avec des bols et des assiettes simples. Un chemin de table à carreaux parcourait le centre. Puis j'ai pris le petit pain en bois que mon fils avait sculpté en CE2 et je l'ai placé au milieu. En milieu de matinée, le four ronronnait. Une marmite bouillait à va, avec du poulet, des carottes et du thym. Du pain de maïs dorait sur les bords. 2 tartes aux noix refroidissaient sur le rebord de la fenêtre. J'ai déplacé des chaises et ouvert les rideaux. Sous ce toit, me suis-je dit, personne ne mangera seul. Si vous arrivez en retard, vous arrivez quand même. Des pneus ont crépité sur le gravier vers midi. Léon est arrivé le premier, les épaules poudrées de neige, un sac de chêne fendu dans un bras et une cocotte en fonte dans l'autre. Il a empilé le bois, allumé un feu et a soulevé le couvercle. « Ragoût de chevreuil », a-t-il dit. « Ça nourrit un régiment. » Il a testé la charnière qu'il avait huilée. La porte s'est ouverte en douceur. Le premier crépitement du petit bois a sonné comme un accord. Nora est arrivée ensuite, vive et lumineuse. Un bonnet en tricot bas sur le front et un sac de tablier sur le bras. « Les bénévoles en voudront. » elle dit, en me tendant un tablier vert avec mon nom brodé sur la poche. Elle a posé une boîte de thé près de la bouilloire et a aligné 2 bocaux sur le comptoir. Fond pour les fleurs, fond pour les haricots. J'ai commencé à protester.
Elle a penché la tête. J'ai laissé faire. Madame Méon est entrée en traînant les pieds avec un panier emmailloté dans une serviette. De la vapeur s'est élevée quand elle a soulevé le tissu. « Ouah, biscuits au bas beurre !» a-t-elle dit. « Cette pâte pardonne. » Elle a pris la place près de la fenêtre et a beurré chaque biscuit comme pour le bénir. À 13 heures, un coup rapide, Adrien se tenait sur le perron, chapeau à la main, les joues rougies par le froid. Il tenait un sac de la boulangerie. « Jour de congé », a-t-il dit, un peu timide, les petits pains d'hier. Le boulanger déteste le gaspillage. Je l'ai fait entrer d'un geste. Il s'est lavé les mains et a trouvé le rythme de l'évier, empilant les bols avec une vitesse silencieuse. À 14 heures, la maison respirait comme un être vivant. 2 anciens combattants que Léon avait invités sont arrivés, raides de prudence, jusqu'à ce que Nora noue des tabliers autour d'eux, leur taille et leur tente des louches. Une adolescente de la bibliothèque a apporté des brownies dans un moule cabossé et s'est approchée de Madame May, apprenant à fendre les biscuits sans écraser les miettes. Une jeune mère est venue avec un bambin et rien d'autre. J'ai posé un bol de soupe devant elle et une petite cuillère dans la main de l'enfant. Nous avons servi par vagues. Les voix s'entremêlaient à travers la table. Les voisins apportent des nouvelles. Les étrangers apportent du courage. Léon expliquait la patience à un feu. Les anciens combattants échangeaient des blagues douces. L'adolescente apprenait, au béton, en bigne un jeu de claquettes. Nora étiquetait les restes d'un marqueur sûr. J'ai versé du cidre et j'ai senti la pièce basculer du silence à l'appartenance. Le petit arbre est resté au centre. Les assiettes le contournaient. Quand la conversation a baissé, j'ai tapé une cuillère contre un verre. La pièce s'est tue. « Merci d'avoir franchi cette porte », ai-je dit. « Si vous avez apporté de la nourriture, merci. Si vous avez apporté votre faim, merci aussi. Sous ce « Ah, toi », les deux sont les bienvenus. J'ai levé ma tasse à la santé des cœurs pleins et des mains chaudes. Le toast est revenu dans un cercle de visages souriants. Même le bambin tenait sa tasse avec dignité. Je suis sortie sur le porche pour respirer. La neige tombait en lents filaments. Le fauteuil à bascule grinçait comme un vieil ami. À travers la fenêtre, j'ai regardé Nora rire avec Madame May. Léon servait le ragoût. Lancy, une combattante, se tenait, un peu plus détendue. L'adolescente a fait tourner le bambin une fois. Adrien m'a rejointe. « Tu tiens le coup ?» a-t-il demandé. « C'est la première fois que je ne mange pas seule. Depuis des années. » ai-je dit. Il a hoché la tête vers le ciel. De retour à l'intérieur, j'ai centré le sapin en bois. Les coudes et les assiettes s'entassaient près de lui. Personne n'a demandé son histoire, mais il se déplaçait autour de lui avec respect. La lumière du feu traçait la cicatrice sur l'étoile et la transformait en une veine brillante. J'ai touché le bord, rugueux. Le calme est monté de ma paume à mon épaule. La conclusion n'était pas une porte qui claque. C'était une table où le passé pouvait s'asseoir sans réclamer la place. D'honneur. Le crépuscule s'est installé sur la rue. Nous avons emballé des portions pour tous ceux qui voulaient emporter un peu de réconfort chez 2. Nora a glissé des billets dans le bocal à fleurs. Léon a ajusté le conduit de cheminée. Adrien a balayé en cercle de plus en plus large, fredonnant un air qui ressemblait à du mouvement. À la porte, j'ai serré des épaules et pressé des biscuits dans du papier d'aluminium. Le souffle formait des panaches dans le froid. Quand le dernier invité est sorti dans la nuit, la maison a expiré. La table était une carte de miettes, de ronds et de serviettes tachées. La preuve qu'un jour avait
compter. J'ai éteint les bougies une par une. La fumée s'est enroulée dans l'air chaud. J'ai posé le sapin en bois au centre et j'ai reculé. Les assiettes vides formaient un halo doux. Je ne me sentais pas grandiose. Je me sentais à ma place. La pièce portait le poids de la compagnie. Rémi ne m'avait pas seulement donné une maison, il m'avait gardé une place qui pouvait s'agrandir. J'ai posé ma paume su, le grain du bois, et je l'ai laissé me stabiliser. Demain, je hacherai plus d'oignons et je mettrai plus de bols. J'ajouterai des chaises et j'apprendrai de nouveaux noms. Ce soir, je pouvais dire une phrase vraie, sans sourciller. Je ne suis pas seule. Plus maintenant. Le message de Cédric est arrivé tard dans la nuit, longtemps après que la maison se soit tue. La lampe à côté de mon fauteuil projetait un petit cercle de lumière sur le sol. Et dehors, les cigales chantaient comme un chœur agité. Mon téléphone a vibré une fois, et pour des raisons que je ne peux expliquer, j'ai su que c'était lui, avant même de regarder. « Maman, je suis désolée. On peut parler ?» Ces 6 mots étaient posés sur l'écran, brillant dans la pénombre, pesant sur moi comme un fardeau que je n'étais pas sûre de pouvoir porter. Mon premier réflexe a été d'attraper mes lunettes, de les relire, de m'assurer que je ne les avais pas imaginées. Mais je ne l'ai pas fait. Cédric, mon fils, le même qui m'avait dit de ne pas venir, qui m'avait exclu d'un seul message cruel, était maintenant celui qui frappait à une porte qu'il avait lui-même fermée. J'ai posé le téléphone, doucement sur la table, comme s'il s'agissait d'un objet fragile qui pourrait se briser si je le tenais trop fermement. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas effacé non plus. Je l'ai simplement laissé reposer là, les mots brûlant en silence, exigeant une décision que je n'étais pas prête à prendre. C'était étrange la façon dont mon cœur s'est comporté à ce moment-là. Pendant des années, il s'était tordu en nœuds pour anticiper ses besoins, ses humeurs, ses silences. Ce soir, il était calme, régulier, presque serein. Pas engourdi, pas amer, juste immobile, comme la surface d'un lac quand le vent tombe. Je me suis penchée en arrière dans le fauteuil et j'ai pensé aux nombreuses fois où je m'étais précipitée pour répondre auparavant, lui renvoyant des SMS après minuit quand il était plus jeune, le rassurant avancé, examen, lui envoyant des prières avant ses déploiements, couvrant même ses factures, quand il prétendait ne pas avoir besoin d'aide. Chaque fois, je lui avais donné une réponse, immédiate. Chaque fois, j'avais été la première à combler le fossé. Pas cette fois. Mes doigts ont effleuré les bords du cadre photo sur la table. C'était Cédric, petit garçon, environ 5 ans, en salopette, tenant un avion jouet, son sourire plein et sans défense. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas pleuré. Cette version de lui était réelle autrefois. Et peut-être que ce garçon était encore à l'intérieur de l'homme qui m'avait repoussé. Mais ce soir, je savais que je ne pouvais pas être celle qui irait le chercher. J'ai murmuré, dans le silence, comme s'il pouvait m'entendre à travers les murs. « Si tu veux être mon fils, tu sais où me trouver. » L'écho de ces mots s'est installé en moi, non pas comme de la colère, mais comme une vérité. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de poursuivre, de réparer, de me plier assez petite pour m'insérer dans l'espace qu'il m'accordait. S'il voulait la réconciliation, il devrait faire un pas vers moi, entièrement, honnêtement, sans condition. J'ai laissé le téléphone intact. Les heures ont passé. La lueur de l'écran s'est affaiblie et s'est éteinte, mais le message est resté. Et dans cette obscurité, j'ai réalisé quelque chose de profond. Le pardon ne consistait pas à effacer ce qui avait un an fait. Il s'agissait de choisir ce que je porterais à l'avenir. J'ai repensé au dernier dîner que nous avions eu ensemble avant que tout ne se brise. Il est
est assis en face de moi, distrait, faisant défiler son téléphone entre deux bouchées. Je l'avais interrogé sur sa vie, ses projets, ses rêves. Il m'avait offert des miettes de réponse, comme si même la conversation était un fardeau trop lourd. J'étais allée me coucher ce soir-là avec le poids d'être invisible, dans le monde de mon propre enfant. Maintenant, les rôles avaient changé. C'était lui qui tendait la main dans le silence. Et c'était moi qui décidais de la part de moi-même à offrir en retour. Je me suis levée, j'ai marché lentement vers la fenêtre et j'ai écarté le rideau. La lune était basse, pâle et patiente, sa lumière se déversant sur le jardin que j'avais entretenu de mes propres mains. Mes rosiers se penchaient légèrement vers la vitre, résilients même après l'orage de la semaine dernière. Ils me rappelaient moi-même, courbé, mais pas brisé. Je suis retournée au fauteuil. Je me suis assise et j'ai laissé ma main reposer à nouveau sur le téléphone. J'aurais pu taper un seul mot. Oui, j'aurais pu écrire une phrase. « Viens demain, on parlera. » Mais non, si je répondais maintenant, cela effacerait la force tranquille que j'avais construite. Cela me ramènerait dans le vieux rythme de donner plus que je ne recevais. Au lieu de cela, j'ai laissé le silence faire son travail. Parfois, le silence n'est pas une absence. Parfois, c'est la réponse la plus forte. Les minutes se sont étirées en heures. Minuit est devenu 2 heures, puis 3. Le téléphone a de nouveau vibré, mais cette fois, ce n'était pas lui. Juste une publicité, un bruit numérique essayant de s'immiscer. Les mots de Cédric sont restés la dernière chose réelle qu'il m'ait envoyée. Et ils étaient suffisants. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le sommeil m'emporter dans le fauteuil. Le téléphone, face contre table à côté de moi. Au lever du jour, la lumière du soleil a inondé la fenêtre, touchant le parquet en bande dorée. Le téléphone était toujours là, sombre, silencieux. Je l'ai soulevé une fois de plus. J'ai jeté un coup d'œil au message. Toujours pas de suite de sa part. Juste ces 6 mots figés dans le temps. J'ai souri faiblement, un sourire, non pas de triomphe, mais de libération. Ma valeur ne dépendait pas de sa réponse. Ma paix ne dépendait pas de ses excuses. J'avais vécu trop longtemps en croyant que mon amour pour lui devait signifier que je devais me renoncer. Plus maintenant. Si tu veux être mon fils, ai-je murmuré à nouveau, plus fort cette fois. Tu sais où me trouver. Et sur ce, j'ai reposé le téléphone. Non pas comme une blessure, mais comme un repère. Le début de quelque chose de nouveau. Pas une histoire d'attente sans fin sur le seuil, mais une histoire des vies pleines à l'intérieur de ma propre maison, de mon propre cœur. Peut-être qu'un jour il frapperait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je m'étais enfin choisie.